on n'est pas obligé d'aller à Paris pour avoir un pur job. Ça n'est pas vrai. Il y a des purs jobs en province. Demain, tout le monde chercherait un job sur Internet. On y croyait, alors ce qui est une évidence aujourd'hui, mais ce qui était absolument lunaire, et plein de gens me disaient, mais moi je n'y crois pas, Internet. Donc on en était à ce niveau-là. L'enjeu, c'est de savoir quand est-ce que les clients sont prêts à payer pour ça. La croissance saine, c'est que mon premier financeur, c'est mon client. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Grosse Odyssée. Le concept est très simple, partir à la rencontre des héros du monde pro. Ça peut être des dirigeants, des responsables marketing ou encore des leaders des ventes. Elles ont toutes et ils ont tous un dénominateur commun, celui de vivre la croissance de l'intérieur. Alors comme les meilleurs feedbacks et les meilleurs apprentissages naissent des discussions captivantes, nous allons ensemble partir explorer leur quotidien. Je suis Simon Lagadec, cofondateur de Make the Grade, cabinet de conseil en stratégie digitale et partenaire élite du CRM HubSpot. Je vous souhaite une excellente écoute sur le podcast La Grosse Odyssée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Grosse Odyssée. Aujourd'hui, je suis avec Gwenaëlle Kenaon-Hervé, directrice générale chez Rivacom. Salut Gwenaëlle, comment ça va ? Hello, très bien Simon, et toi ? Écoute, super. Top. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Ben oui, je suis ravie de t'accueillir là. Dans vos locaux rennais, puisque vous avez plusieurs villes où vous êtes présents. On aura l'occasion d'en parler. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et nous pitcher ce qu'est Rivacom ? Ah là là, on a combien de temps pour te pitcher Rivacom ? On a le temps qu'on veut. Écoute, donc moi, comme tu l'as dit, je dirige Rivacom, qui est une agence, si je fais très court, de communication et d'événementiel, notamment d'événementiel sportif. Mais si je développe un peu, en fait, Rivacom est une agence, ce qu'on appelle intégrée. Je sais pas si tu vois la notion d'agence intégrée. Je veux bien que tu l'expliques pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors, en fait, une agence intégrée, c'est une agence qui a plusieurs expertises. Et la particularité chez Rivacom, c'est qu'on maîtrise en fait l'intégralité de la chaîne de valeur en matière de communication et d'événementiel. C'est-à-dire qu'on accompagne des marques à la fois pour définir ce qu'elles sont dans une logique de stratégie de marque. Et puis après, une fois qu'on a écrit leur histoire et puis révélé ce qui les rend uniques, on va les rendre visibles au monde avec les relations presse, le social media, l'influence. Donc, on va vraiment les accompagner sur tout ce volet plus influence et réputation, une fois qu'on a posé la matière de la marque. Et puis, on peut continuer en disant, comment on peut aussi vous valoriser soit auprès de l'interne au travers d'événements corporate internes, soit auprès d'événements sportifs. Et là, il y a plein de façons de le faire. C'est à la fois être partenaire des événements qu'on organise. On fait du tennis, du golf. On y reviendra peut-être plus tard. Mais aussi à travers d'événements dont on est l'agence officielle. Par exemple, la Route du Rhum, l'Arca Ultimate Challenge. On est très présent dans la voile. C'est l'ADN original de Rivacom. Et puis, aussi, comment on peut vous accompagner demain, toi. Make the Grade, tu dis, je veux plus de visibilité, je veux vraiment une dimension plus statutaire, voire je veux lever des fonds. J'aimerais avoir un bateau à mes couleurs. Ça, on peut aussi trouver le skipper, le team qui va vraiment correspondre à l'ADN de Make the Grade et dire, on part dans cette aventure de plusieurs années avec cet équipage. Donc, on fait tout ça et en plus, la typicité, je dirais, au-delà de cette double positionnement comme événementiel qui est vraiment hyper fort chez nous et on revendique les deux de la même façon. On a une autre spécificité qui est une vraie richesse, c'est qu'on est concepteur et producteur. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle la factory chez Rivacom où on produit tous nos contenus. Donc la partie créa, logo, design, on opère ça en interne. Le volet vidéo, donc c'est à la fois des plateaux télé, de la vidéo corp, mais aussi de la content création pour notamment les réseaux sociaux. Et tout ce qui est rédaction. Et rédaction, on est encore une fois hyper élastique. On peut faire un très beau livre, encore Make the Grade à 40 ans. Tu me dis, je veux faire un beau livre pour mon histoire. On peut te le faire, mais aussi du contenu SEO. Donc, on a vraiment un spectre assez large en expertise, si bien que cette dimension concepteur et producteur, c'est ça, une agence intégrée, c'est j'ai un interlocuteur, je peux tout déployer. Et le petit bonus, c'est souvent, je fais la comparaison avec des plats préparés. J'en consomme peu, mais je vois bien le concept de j'ai une très belle photo. Quand j'ouvre et que je mets dans l'assiette, on n'y est pas tout à fait. Chez Rivacom, c'est l'effet inverse. Comme on maîtrise toute la chaîne, finalement, ce qu'on vend en projet, à la fois la réalisation, les délais, les budgets, comme on maîtrise tout, c'est ce qu'on délivre. Donc voilà, de l'idéation, la conception au delivery, on est full en maîtrise. Et donc c'est ça une agence intégrée, en tout cas façon Rivacom.
super clair. Un peu long, mais... Et super clair. Au moins, ça pose les bases. On va avoir l'occasion de parler du business model de Rivacom avec l'aspect société de services, etc. Mais juste avant, tu es une entrepreneuse récidiviste, on va dire. Tu as travaillé 16 ans chez HelloWork. Tu étais l'une des cofondatrices à la base. Aujourd'hui, HelloWork, c'est 100 millions d'euros de commandes pour l'exercice de 2023. C'est le premier acteur digital français du recrutement et de la formation. Et c'est 530 collaborateurs. J'aimerais que tu puisses nous évoquer cette expérience-là, parce qu'elle t'a fait grandir, tu as développé énormément de compétences. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvée dans cette situation d'entrepreneuse au départ de ce projet? Et on va dérouler le fil rouge et on reprendra Rivacom, qui est la suite logique de l'histoire, ensuite. Ok, alors très honnêtement, je me suis retrouvée dans cette histoire... Alors, pas complètement par hasard, parce que la vie est faite et jalonnée de rencontres. En tout cas, moi, mon parcours professionnel a été jalonné et j'ai eu cette chance de très belles rencontres. Et en fait, je ne me destinais pas du tout. Alors, si on revient en arrière, faut poser des dates pour comprendre le contexte. C'était en 99. Google n'existait pas en France. Les gens qui allaient sur Internet étaient assez peu nombreux. On regardait encore le taux d'équipement des foyers, etc. en matière de connexion Internet. Donc, on était dans un environnement très différent d'aujourd'hui. Et moi, sur mon parcours professionnel, je venais de terminer mes études. Je préparais le concours d'entrée à l'école d'avocat. En fait, je devais être avocate depuis toujours, depuis mon enfance. Et avocate, pour être précise, en droit des affaires, en droit fiscal. Et sauf que dans ce parcours-là, j'avais fait un master en administration des entreprises ici à Rennes, en me disant ok, la coquille juridique c'est hyper important, mais j'ai quelques entrepreneurs dans ma famille, dans mon entourage, qui me disaient t'es gentil, mais le juridique ne fait pas tout, c'est le moyen de rendre la stratégie possible. Je trouvais qu'ils abusaient un peu, mais ayant quand même entendu, donc j'ai fait le MAE à l'IGR ici à Rennes. Et là, j'ai découvert le volet management, recrutement, en fait, les hommes dans l'entreprise. Et je me suis dit, c'est fou, en fait, la puissance de ça. C'est-à-dire que si ça colle pas, instinctivement, je me dis, si ça marche pas, rien n'est possible. Et donc, j'ai fait un stage dans l'emploi, le recrutement, et j'ai rencontré Guillaume Sambla, qui était mon maître de stage et avec qui j'ai cofondé ce qui était alors WestJob, même au tout début, et avec Jérôme Ambroster, qui était un de ses meilleurs amis, un ami d'enfance. Donc, en fait, je me suis retrouvée dans cette histoire sur la base d'un appel de proposition de Guillaume qui me dit tiens, j'ai cette idée, qu'est-ce que t'en penses? Super idée. Et puis avec Guillaume, on a cette capacité de ping-ponger hyper vite, et on ping-pong, puis finit la conversation en me disant écoute, si je t'en parle, c'est que je voudrais le faire avec toi. Ok, c'était pas prévu. Et en fait, je me suis dit et ça, tu vois, typiquement, c'est un conseil que je donne à tous les entrepreneurs. Le réflexe qu'on a eu, on s'est dit à ce moment-là, ok, on se donne 6 mois et on est prêt à perdre tant de cash. Donc, 6 mois, je suis prête à m'investir à 100% et à perdre cet argent-là pour tenter de faire ce projet, parce que j'y crois, parce qu'il y a une forme d'évidence. En tout cas, je pense que c'est ce que tu as connu aussi. À un moment, tu te dis, ok, c'est un risque, mais en fait, j'ai envie de le faire. Et pourquoi j'y croyais, alors que c'était pas forcément à l'époque c'était pas du tout sexy de créer une start-up, hein, c'était vraiment plutôt très étonnant. Quand j'étais en dernière année de droit, on avait avec des potes monté un site internet de consultation juridique gratuite, hyper border, pas d'assurance, enfin n'importe quoi, mais c'était il y a fort longtemps. Et j'avais déjà à ce moment-là ressenti cette puissance assez dingue de j'ai une idée, je la travaille, je la mets en ligne, il y a des gens qui l'utilisent. Ça, c'est une puissance parce que ça veut dire que tu as identifié un problème qui doit être résolu et qu'a priori, tu y réponds pas trop mal parce que des gens y vont. Et donc c'est aussi ce volet-là qui c'est une forme de je sais pas, c'est hyper puissant, je trouve, comme mécanique, de passer de 0 à 1, de se dire j'ai une idée, ça marche, et en plus des gens l'adoptent. Ça, c'est fou. Et donc, c'est à la fois, je trouvais que l'idée de Guillaume de proposer un site, un job board local, c'était hyper malin, parce qu'à ce moment-là, on avait que des gros acteurs. Et donc, à la fois les candidats qui voulaient travailler en région et les entreprises régionales ne trouvaient pas, en tout cas, ne se rencontraient pas. Donc, il fallait créer un espace de rencontre entre elles. De le faire en ligne, c'était une évidence, parce que ça venait vraiment killer toute la lourdeur du recrutement. Alors, t'as pas connu ça, mais avant, on écrivait des lettres manuscrites.
fallait faire des planches de photos. Enfin, c'était un enfer. Ça coûtait de l'argent de chercher un job. Et puis, c'était pas pratique. Donc, il y a eu tout un tas d'éléments qui ont fait que j'ai dit, OK, on essaye 6 mois. Puis bon, c'est rien, 6 mois dans une vie. Et je mets, voilà, le cash que j'apporte. Et c'est parti. Ok, donc je récapitule. À la base, Westjob, il y a une rationalisation du risque. Il y a un super bon fit avec 2 associés. Ouais. Il y a une problématique que vous voulez adresser. Donc à partir de là, voilà, vous êtes 3. Vous allez chercher vos premiers clients. Comment le développement se fait de Westjob au fur et à mesure? Quels sont les premiers recrutements que vous avez faits? Comment l'organigramme a commencé à évoluer? Et là aussi, comment ton rôle a commencé à se dessiner? Alors, assez vite, on s'est réparti les rôles de façon très claire avec Guillaume et Jérôme. Guillaume, c'est le commercial. Jérôme, la technique. Et moi, finalement, je faisais en sorte que ce que vendait Guillaume rentre dans la technique. Donc là, c'est tout le process de workflow de j'ai une annonce, comment on la traite, quelle est sa durée de vie, le chemin, le renouvellement, les critères d'indexation, enfin tout ça. Et puis le choix très fort qu'on a fait de se dire, quand tu fais une base de données, si elle n'est pas qualitative, elle ne vaut rien. Donc très très vite, on a instinctivement, parce qu'il n'y avait pas de leçons ou de podcasts qu'on pouvait écouter en disant la qualité, peu importe ce que tu fais, ce qui compte, c'est la façon dont tu le fais. Donc très vite, on a porté sur la qualité. Et puis après, mon deuxième job, c'était de faire savoir qu'on existait et que c'était génial ce qu'on faisait. Et comment on s'y prend quand Internet est émergent finalement et comme tu l'as dit, il n'y avait pas tous ces contenus in-band de disponibles où on pouvait s'éduquer par soi-même? Je pense que le fait d'être 3, ça a été très riche parce qu'on discutait, enfin en permanence de toute façon tous les 3. On était à la fois différents en compétences et en tempérament. Et puis honnêtement, j'ai eu une chance d'être, travailler avec ces 2 personnes-là pendant 16 ans. Alors, moins Guillaume, ce qu'il est parti avant, mais c'est une chance extraordinaire. C'est juste des personnes brillantissimes. Et puis en fait, ce qu'on a fait, c'est que instinctivement aussi, on a collé au marché. On a écouté nos clients et on a aussi eu la chance, faut aussi pas minorer cette dimension, c'est le time to market. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment, on s'est positionné d'abord sur tout ce qui était ingénieur télécom, c'était les seuls profils qui étaient sur Internet. On était début 2000, donc gros boom, profil ultra pénurique qui était sur Internet. On se présentait face à de la presse nationale, PQR qui était beaucoup plus cher. Donc en fait, les entreprises, le recrutement, quand tu trouves pas, c'est un vrai pain, hein, ça freine ta croissance. Donc nous, on arrivait en disant voilà, c'est une solution, ça vous permet de toucher ces personnes-là et on n'est pas cher. Donc le développement commercial, je dis pas qu'il a été facile, mais en fait, c'était pas, on demandait pas un effort très important. Et finalement, on a eu nos premiers clients avant même, pour la petite histoire, on a quand même vendu notre site on venait rencontrer nos clients avec des impressions A4 de notre site. Ils n'étaient pas en ligne. À l'ancienne. À l'ancienne. Et ça marchait. Et après, Guillaume a un talent extraordinaire. Mais donc, on a fait ça. Et ce qu'on a fait aussi, moi, j'ai eu une grosse action auprès des écoles en se disant, on va aller à la source. En fait, c'est du raisonnement tout simplement. On s'est dit, OK, on va faire un communiqué de presse. On va prendre du display parce que c'était ça qui existait à ce moment-là. On avait des tout petits moyens. Et puis, on va contacter les écoles. Et puis, alors, je sais pas si je te l'avais raconté, mais on allait sur les marchés à Rennes et Nantes parce qu'au début, c'était nos 2 zones majoritaires. On avait fait des t-shirts en mode roller. On distribue des petites cartes, casquettes et on y va en fait. Parce que on avait des moyens limités. Et donc, moi, mes cibles, et j'avais beaucoup d'écoles, donc c'est pareil, j'allais les voir, je leur dis, je vous envoie des annonces. Elles étaient preneuses. Les clients, ça a fonctionné. Et puis, là, on a découvert, en tout cas, c'était fou, c'est que dès qu'on a mis en ligne, on a eu des candidatures immédiatement et des candidatures de folie. Et surtout, on arrivait à capter ce qu'on n'arrivait pas à capter la PQR, des gens qui étaient partis à l'étranger travailler et qui voulaient revenir, notamment en Bretagne, en l'espèce. Et donc, on avait des candidatures de fous, vraiment. Et ça a été un effet boule de neige assez fort. Et puis, quand une entreprise passait par Internet pour recruter, c'était une espèce de modernité. Et donc, elle était aussi fière d'en parler. Donc, ce qui était cool, c'est que c'était aussi notre bassin de recrutement de candidats, finalement, était aussi dans les entreprises qui faisaient appel à nous pour recruter. Donc, cet effet-là, ça a été un des enjeux quand on fait un business de plateforme, c'est de faire grandir ces 2 communautés.
mes entreprises qui payent et mes candidats qui payent pas et qui pourtant, si ils sont pas là, les entreprises pas. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et ça, on a réussi à le manager assez bien. Après, dès lors qu'on a eu des moyens, on a investi en acquisition. On a su très vite qu'il fallait investir en acquisition aussi de candidats et pas apporter que l'effort côté business. Alors justement, tu as très bien résumé, donc il y a 2 cibles qu'il faut entretenir et développer parallèlement. On passe pas de 3 collaborateurs à 200 du jour au lendemain. Quels ont été vos jalons de croissance et vos stratégies à la fois marketing et commerciales pour passer à ce volume de masse salariale? En fait, pour moi, le premier acte stratégique ou fort, ça a été de dire, d'affirmer ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait. Enfin, on a eu une dimension presque, un plan philosophique, tu vois, à la raison d'être du premier site, qui était de dire, en fait, on revendiquait le fait de dire, je vais arrêter de dire 50 fois en fait, de dire que on n'est pas obligé d'aller à Paris pour avoir un pur job. Ça n'est pas vrai. Il y a des purs jobs. Ça, c'était le premier postulat. Il y a des purs jobs en province. Le second postulat, c'était de dire demain, tout le monde cherchera un job sur Internet. On y croyait. Alors, ce qui est une évidence aujourd'hui, mais ce qui était absolument lunaire, et plein de gens me disaient mais moi je n'y crois pas Internet, donc on en était à ce niveau-là. Et donc de ces 2 convictions-là, la troisième conviction forte, c'était autour du produit, ce que j'évoquais tout à l'heure, la qualité de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on voyait, il y avait déjà des acteurs et on était dans ce business d'exhaustivité. On donne de la donnée, mais en fait, la donnée, si on ne trouve rien dedans, ça n'a pas de valeur. Donc là, la qualité des annonces, on avait une nomenclature hyper stricte. On était exigeant auprès de nos clients en disant non, votre annonce n'est pas assez nourrie, vous ne dites pas assez. Donc vraiment, cette grosse exigence. Donc ça, c'était... Souvent, on parle de stratégie de marché, etc. En fait, mais c'est un gros effort sur ce qu'on fait, notre proposition de valeur et comment on fait les choses. Et après, c'était assez vite, on a eu des ratios entre si je recrute un commercial, combien de personnes j'ai besoin pour produire le volume d'annonces que va générer ce commercial. Et puis, de toute façon, on est né dans cette culture du chiffre. Donc, on voyait aussi chaque action, combien nous ramenait de candidats chaque action, et de faire monter en puissance. Je t'évoquais les réseaux écoles au début, ça a été nous un levier assez fort de dire d'abord les écoles par rapport au job qu'on a à pourvoir, et puis après d'élargir. Et alors je ne sais plus à combien on était, mais ça a été un gros levier. Ce qu'on a aussi beaucoup développé, parce que quand on n'a pas beaucoup d'argent, ce qui était notre cas au début, on est obligé d'être malin, et puis on était face à des acteurs qui avaient énormément de moyens. Donc moi, assez vite, j'ai aussi développé une stratégie qui consistait à proposer à des médias, médias sur lesquels je pouvais pas acheter de publicité, d'être leur rubrique emploi. Donc ça aussi comme chambre d'écho finalement à nos jobs. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup. On a été sur, je sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais la rubrique emploi de quasiment toutes les radios nationales. Je sais pas si je peux les citer, on s'en fiche, mais on a fait RTL, Radio France, Europe 1. On a fait même FM. Donc énormément de radios, donc des médias qui finalement, et le deal, c'était finalement avec mes offres d'emploi, qui est une problématique qui concerne vos internautes, je vous apporte du contenu à valeur ajoutée, donc je vous donne des occasions de revisite, donc finalement vous me prenez, je vous rends service. Donc ça aussi, c'était hyper intéressant à développer comme stratégie. Donc exposition dans les médias, ce que je mettais aussi en valeur auprès de nos clients en disant venez chez nous, parce que si vous diffusez une annonce chez nous, elle était aussi diffusée sur les Échos. C'est un petit peu de poids selon... voilà. Après, on a eu des deals avec d'autres médias, Le Monde, l'Obs, etc. Mais donc ça. Et puis la partie acquisition en vente business, on a fait le choix d'avoir des forces commerciales très importantes. C'est toujours le cas d'ailleurs chez Hello Work. On a des équipes qui vont au contact des entreprises, parce que le recrutement, c'est assez intime. Donc, on peut pas juste être un outil en tout cas, c'était notre point de vue. Et donc, la proximité, c'est aussi une carte d'un point de vue commercial qu'on a voulu jouer. Et aujourd'hui, et même avant que je parte, on avait aussi
des équipes commerciales dédiées aux PME, TPE, des équipes commerciales dédiées aux grands comptes, aux gros faiseurs type intérim, cabinet de recrutement, etc. Donc, à chaque fois, des équipes commerciales qui connaissent les enjeux de recrutement parce que je ne recrute pas de la même façon et je n'ai pas le même besoin, ni même en termes d'outillage de sourcing, quand je suis une PME, TPE ou quand je suis un grand groupe ou un cabinet de recrutement. Je n'ai pas la même relation au sourcing, je n'ai pas la même relation à la CVTech et puis c'est aussi vrai pour la formation. Ok, donc plusieurs choses qui a les différentes briques commerciales qui ont été ajoutées. Il y avait un aspect promesse d'avant-vente où on vous vend pas que une solution outil, mais on va au-delà parce que vous allez bénéficier d'une visibilité de relais dans les médias. Donc ça a facilité aussi certaines signatures, j'imagine. D'un point de vue organisationnel, il y a eu le fait que vos commerciaux étaient verticalisés. Donc tu nous parlais par exemple de la verticale pas au début, mais éducation assez rapidement, oui. au fur et à mesure, voilà. Et vous avez rajouté par-dessus ça l'approche consultative de vos commerciaux. C'est-à-dire, on n'est pas juste là pour vendre une solution, mais on va quand même au-delà. Et tu l'expliquais avec l'aspect s'intéresser à l'entreprise pour être un peu plus dans la confidentialité liée au recrutement et ce que ça demande. Et c'est ça. Et puis, c'est d'écouter, en fait, et d'entendre les besoins parce que, enfin, tu le sais, mais quand on drive un business, on a plein d'idées. Tiens, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Mais l'enjeu, c'est de savoir quand est-ce que les clients sont prêts à payer pour ça. Et la surface de contact avec les clients, c'est l'équipe commerciale. C'est elle qui est en capacité d'entendre. Tiens, j'entends ça une fois. Moi, c'est une de mes obsessions. Quand j'entends les équipes me disent, tiens, j'ai entendu ça une fois, deux fois, trois fois, très vite, je dis, alors là, c'est un signal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, c'était aussi pour coller toujours, euh, au, à la fois aux besoins des clients, mais de se dire, là, c'est bon, ils sont prêts à payer ça. Et ça, c'est hyper important. Donc là, on a une culture commerciale assez forte qui se structure et qui se développe. En parallèle, la culture marketing, comment elle s'est développée à ses côtés? Comment vous avez facilité les approches des commerciaux à travers elle? Tu expliquais que vous êtes arrivé avant l'explosion et la standardisation des canaux digitaux. Voilà, comment ça s'est développé? Après, on est arrivé avant Google en France, mais très vite, on a utilisé Google, qui était, voilà, il a pris le marché très, très, très vite. Donc, tout le volet ads, on l'a fait très, très immédiatement. Et on avait un budget qui était globalement, qui se divisait en deux, un budget très visible où, justement, les tickets d'entrée pour faire des médias classiques. En fait, quand on travaille le marketing, on est obligé de travailler à la fois l'image, la visibilité, la communication, il faut qu'on se voit, c'est les points de contact, c'est répété, et donc il faut à la fois créer, travailler son image, sa visibilité, son crédit. Moi, je crois beaucoup en ça plus que de matraquage, mais quel est le crédit de ma marque, sa réputation, et puis donner des occasions de venir basculer dans l'action. Donc, on travaillait vraiment deux aspects de visibilité dont on cherchait quand même. On cherchait comme une forme d'efficacité, mais on assumait le fait de dire on vient travailler notre épaisseur de marque. C'est pour ça que très vite aussi, on a une stratégie de relations presse très forte, très nourrie avec cette idée de faire... nous, on avait beaucoup de data, donc je sortais énormément de choses sur la data, de faire des études aussi sur ce marché qui était en pleine mutation. Les journalistes étaient intéressés par ça, donc de positionner l'acteur comme étant... Voilà, j'ai besoin de chiffres sur le recrutement ou c'est eux que j'appelle. J'ai besoin de savoir la tendance de tel ou tel truc, c'est eux que j'appelle. Donc ça, on l'a travaillé. Donc ça, c'était une partie du budget. Et l'autre partie était consacrée à des mécaniques d'acquisition. J'investis combien ça me rapporte. Donc évidemment Google et puis plein d'autres leviers de marketing d'acquise qu'on a mis en place. Tout ce qui était retargeting, RTB et compagnie, ça on l'a développé. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a aussi grandi avec ces technos. On a vu l'arrivée du RTB, on a vu toutes ces technos arriver et on était autant sur l'outil propre. On n'était pas innovant pour être innovant. On avait cette culture, et je pense que c'est une bonne culture d'innovation utile. Est-ce que ça apporte vraiment? Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire plaisir? Pas confondre, voilà, c'est hyper important. En revanche, en matière d'acquisition, on a toujours été à aller chercher, tiens, il y a un truc qui sort, de toute façon, on teste et on voit tout de suite si ça marche ou pas. Donc de l'innovation constante, Ouais, bah oui. du test and learn. Ouais.
Tes casquettes ont dû être nombreuses pendant ces années. Là aussi, qu'est-ce que ça t'a demandé en termes d'adaptation, en termes de développement de nouvelles compétences? C'est intéressant ça aussi, parce que tu as dû suivre la croissance de l'entreprise et te renouveler. C'était énorme mais c'est un marqueur tellement fort, c'est qu'aujourd'hui même, si ça ne bouge pas, si ça ne va pas assez vite, je suis inadaptée. Dans un cadre d'entreprise, qui serait, en mode, ça ronronne et c'est simple et il y a pas de difficulté, il faut pas s'adapter, je ne sais pas faire. Tellement, ces 16 années ont été, intenses. C'est pas compliqué, je te l'ai dit, je suis juriste de formation, fiscaliste dans les affaires. Internet, enfin, on est aux antipodes et c'est de la formation en permanence. Moi, ce que je faisais, alors j'ai fait des vraies formations avec les avantages et les limites des formations telles qu'elles sont dispensées, même encore aujourd'hui. Mais ce que j'ai surtout fait, c'est quand je prenais un prestat, j'essayais de choisir le meilleur que je pouvais me payer et en fait, je lui demandais de m'expliquer. Après, c'est aussi un de mes fonctionnements. Si je ne comprends pas, j'aime comprendre. Mais que ce soit, je me souviens, mon imprimeur, à qui je lui demandais de m'expliquer, mais pourquoi, comment ça fonctionne, les régies pub avec qui je passais, les stats, me disaient, mais vous me dites que c'est bien, mais pourquoi? Et non, 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 non. Et moi, je revenais avec mes enjeux business pour confronter aussi aux chiffres qu'ils me donnaient en disant, vous me dites que c'est bon, mais voilà. Et comment on peut construire? Et donc, toujours d'être dans un dialogue avec des experts. Donc, moi, je cherche, mais même aujourd'hui, on évoquait tout à l'heure en préambule de notre échange, je cherche toujours à aller choper de la valeur parce qu'on sait pas tout. Et puis après, j'ai cette chance-là d'être une éponge. Donc, en fait, et après de faire des ponts. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai progressé. Et puis, la richesse de travailler avec Guillaume et Jérôme et puis de travailler avec tous les collaborateurs parce qu'on a même si quand on a une entreprise au début, on peut pas se payer forcément les talents qu'on aimerait se payer, mais on peut prendre des juniors qui sont en devenir, on le voit. On le voit très vite, en vrai. Et qui peuvent se projeter dans la Mais structure tellement. et qui veulent Et mouiller qui vont le grandir maillot. avec nous. Voilà, Et exactement. ça, on en a eu plein et j'en ai encore qui sont là-bas. D'abord, on crée du lien, c'est une vraie histoire qu'on partage ensemble, on grandit ensemble et ça crée un ADN d'entreprise hyper intéressant, du coup. Tu expliquais l'importance de la formation continue, de l'apprentissage, assimiler les savoir-faire qui sont pas les nôtres pour les traduire par rapport à nos enjeux business. Quels sont tes conseils pour les entrepreneuses et les entrepreneurs qui nous écoutent? Comment ils développent ça? Tu parlais des formations avec les bénéfices, mais aussi les limites. C'est quoi tes apprentissages par rapport à ça? En fait, moi, j'itère toujours dans cette idée, mais je suis toujours en fait, ça n'est même, j'ai plus pas l'impression de faire un effort. C'est un réflexe chez moi que de lire, d'écouter. Alors, je suis férue de podcasts, donc j'en écoute beaucoup. Et aussi, à un moment, de se dire, tiens, un peu comme Monsieur Jourdain, je sens que je fais de la prose, mais je maîtrise pas bien. Donc, je vais aussi parfois dire, OK, j'ai besoin d'une formation, une journée, 2 journées. On va reposer et finalement, je vais comprendre, enfin, c'était surtout sur des aspects notamment de communication où OK, donc en fait je fais ça instinctivement, ça s'appelle comme ça ce que de cette façon ce que je suis en train de faire. Mais aujourd'hui pour moi à mon niveau aussi d'expérience parce que je suis plus tout à fait junior, je continue à apprendre là, typiquement l'IA j'adore, mais très vite mais ça c'est aussi un tempérament, j'apprends mais je veux appliquer. Qu'est-ce que j'itère, je veux tout de suite dire, OK, qu'est-ce que je peux en faire? Ça me donne des idées, en fait. Et donc c'est ça c'est un gros socle de, je lis, voilà, des podcasts, des livres, enfin tout un tas de socles, construits, on va dire, pédagogiques. Et l'autre levier que j'adore particulièrement, c'est, le peer-to-peer. D'échanger avec des pairs. Moi, je vois ce que ça m'apporte. J'ai l'impression que quand j'ai des conversations avec d'autres dirigeants, ça apporte aussi. J'ai mon projet pour vraiment monter un groupe là-dessus ou un réseau où on n'est que basé là-dessus, en fait, que basé sur l'échange parce que c'est hyper riche, c'est encore plus riche, surtout de sortir. Peut-être un conseil, c'est hyper important. Sortez de votre secteur d'activité. Souvent, parce que j'ai des conversations avec des entrepreneurs, ils me disent oui, je regarde que les acteurs de mon marché. Mais non, au contraire, regardez comment font les autres. Chez Région Job, on était focus sur la rencontre.
au début, parce que les acteurs de la rencontre amoureuse étaient très en avance sur cette idée de mise en relation, etc. Donc, on regardait comment eux travaillaient la mise en relation. Donc, c'est aussi d'ouvrir énormément ces chakras et de discuter. Et j'ai cette chance-là aujourd'hui chez Rivacom de rencontrer des dirigeants qui sont pas que dans le web ou dans la tech, et c'est hyper riche. Et c'est lesquelles les compétences qui t'ont le plus marqué? Ou tu les avais pas forcément identifiées, puis à un moment donné, tu t'es dit, tiens, je vais me former là-dessus, et puis ça t'a ouvert des perspectives que tu n'avais pas avant, des déclics incroyables. Si tu avais un top 2, un top 3. C'est hyper dur comme question. Moi, ce qui m'a fait le plus progresser, c'est quand même la partie technique. Après, évidemment, dans l'environnement où j'étais, mais donc gérer la partie, on va dire, tout ce qui était prod et com, et le SEO est arrivé, etc. Et j'aurais pu, parce qu'on a recruté du monde pour le faire, et j'aurais pu dire, en fait, je les laisse faire. Le SEA, c'est pareil, je les laisse faire et je veux pas comprendre. Mais comme j'ai toujours cette obsession de comprendre, je m'y suis intéressée, et alors j'étais évidemment, je n'aurais pas su faire, ou alors j'aurais mis 10 000 ans pour faire ce qu'il faisait et j'aurais été moins bonne. Mais en revanche, c'est d'intégrer les mécaniques techniques qui sont plus ou moins complexes à appréhender. Et enfin, je trouve que cet effort intellectuel d'aller sur des sujets techniques qui, je sais pas si tu l'as, mais parfois tu te dis, attends là, je reprends une deuxième fois parce que ça va vraiment loin. Cet effort-là, il est en fait, le bénéfice, on le reçoit au centuple, parce que en fait, moi je trouve que l'effort intellectuel de comprendre des notions complexes, ça te pousse toujours plus loin, et derrière tu déroules. C'est comme le sport, quand tu cours, si tu montes une côte, derrière tu as une descente, tu cours plus vite que si tu avais entamé par la descente, tu vois l'idée? Et donc c'est cette puissance-là, donc ça c'est cet effort d'aller sur des notions complexes, que ce soit même en juridique, en finance, en technique, de rentrer dedans. J'avais une conversation il n'y a pas très longtemps, j'avais un déjeuner avec plusieurs entrepreneurs, et une jeune femme disait, moi les chiffres, c'est pas mon truc. Et je lui dis, tu t'es obligé de rentrer dans les chiffres. Tu peux pas être boss et pas rentrer dans les chiffres. Et il faut que tu les maîtrises, tes KPIs, ton activité, mais il faut que tu rentres dedans. C'est un effort, mais il faut y aller. Donc c'est cette dimension d'effort sur des notions techniques qui ne te sont pas familières. Alors, ça dépend de chacun. Moi, ça a été le volet technique, parce qu'évidemment, je n'étais absolument pas technique. Mais même la dimension développement web, de comprendre telle techno permet de faire ça, telle autre pas. Je ne sais pas développer, mais pour autant, je peux conduire des choix, parce que sinon, conduire un choix quand on comprend pas, c'est aussi compliqué. Donc ça, et la méthodologie de productivité. Intéressant, tu peux développer cet aspect-là? Ça, je me souviens très bien, on m'a traîné dans une formation pour être plus productif. Quel enfer. Et en fait, j'ai gardé plein de choses de cette formation. La méthode Pomodoro, Eisenhower, ces choses classiques, Eat a Frog, enfin tous ces trucs-là où en fait, c'est devenu programmer mon agenda. Enfin, c'est des choses très basiques, mais qui sont assez redoutablement efficaces et que je m'applique tous les jours. Alors parfois, comme tout le monde, je glisse, mais de toute façon, ça se voit. Dès que je procrastine, je me dis, ok, j'ai perdu mes bons réflexes. Et ce concept de dire, je commence ma journée, voire mon début de semaine, par tout ce qui vraiment me pèse, est compliqué ou me demande un effort, on rejoint ce côté, voilà, je prends la côte d'abord, et après, quand je suis dans la descente, c'est plus simple. Je suis super aligné avec ce que tu dis. Chez Make the Grade, on a une filière nouvelle embauchée, donc chaque personne qui nous rejoint réalise des formations, et la toute première que l'on fait, elle dure une demi-journée, et elle s'appelle Excellence et Management de projet. Et c'est essentiel, c'est une compétence qui sert à tous les corps de métier, à tout le monde pendant toute sa carrière. Et là aussi où je suis hyper en résonance avec ce que tu dis, c'est sur l'aspect les dirigeantes et les dirigeants qui visent long terme, ils ont tous un dénominateur commun, et c'est cette compétence à apprendre. Tu parlais de je suis une éponge, tu disais je vais échanger avec mes pairs, je sors de ma zone de confort pour l'élargir. Ça, c'est un dénominateur commun aussi. Et là, il y a un exemple actuellement avec l'intelligence artificielle, par exemple. Donc là, je pense qu'on est tous à la même enseigne. On regarde ce changement, ce virage à 90 degrés arriver, et on est obligé de l'anticiper, on est obligé de se former, parce que sinon, ça va être compliqué de perdurer sur le long terme. Donc, hyper en accord avec ça. Quand on regarde ton profil LinkedIn, j'adore faire ça. Je vais regarder les petites lignes, etc. Le tien, il est super bien fait. Ah, ouf. Et il y a un terme qui m'interpelle, c'est dans ton expérience Hello Work, stratégie nouvelle activité.
Donc en fait, c'est des études de marché, des analyses prédictives d'un marché. C'est comme ça que tu le nommes. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi ça consiste? Ça fait un bon lien d'ailleurs avec l'intelligence artificielle, c'est un peu relié. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc on a développé l'activité et à un moment, on a lancé la formation à une période de creux. Ça aussi, on pourra y revenir. C'est comment aussi je me repositionne quand mon marché se resserre ou quand je baisse une activité. Est-ce que je vais au fond de ma grotte, je pleure, ou est-ce que je me dis, OK, relais de croissance, logique de trouver des business anticycliques, etc. Et en fait, dans mon parcours chez Région Job Hello Work aujourd'hui, à un moment, je m'ennuie assez vite. Donc, à un moment, j'en avais un peu marre de gérer que ces aspects-là, même si c'était super. Et donc, on avait initié c'était une filiale à l'époque, et on lançait de nouvelles activités. Donc, soit de façon endogène, on avait une start-up dans la start-up, il y avait des devs, des PO, et puis on avait aussi des ressources commerciales dédiées à ça. Soit c'était pour faire de la croissance externe. Et en fait, ça permettait, et on avait même un laboratoire qui permettait de tester un peu des trucs en black hat sur des sites où on prenait pas de risque. Donc vraiment ce côté laboratoire pour identifier, en fait, mais ça c'était aussi une culture chez Région Job, enfin Hello Work, d'avoir toujours plein d'idées en tête, ce que j'évoquais tout à l'heure, d'aller creuser des marchés et de se sentir qu'à un moment, ok, c'est bon, on bascule, on lance. Et c'est comme ça qu'on a lancé parce que notamment un site sur les 4 qui a été refusionné depuis, mais en tout cas, d'avoir conscience de la limite de son produit. J'ai un peu ça chez Rivacom en problématique. C'est qu'à un moment, tu as un produit qui qui vient apporter des services, qui adresse une cible précise, et ce produit, il n'est pas extensible indéfiniment. Donc, il a des limites. C'est pas grave, faut le savoir. Donc après, si tu veux aller au-delà de ces limites, qu'est-ce que tu vas aller adresser comme segment de marché, typologie de cible, et comment tu vas le faire? Et le fait d'accepter que ton produit, même si tu l'adores, il a des limites, ça te permet d'aller sereinement adresser autrement un segment de marché, une cible. Et donc, c'est ce que je faisais à 50% de mon temps. Donc, lancer des nouveaux projets, tester des choses, et des choses qui ne fonctionnaient pas du tout. Pour la petite histoire, Hello Work, à l'origine, c'était un job pour les devs, un job board pour les devs, donc qui n'a pas du tout marché. Et du coup, ils ont repris le nom après. C'était d'ailleurs une excellente idée parce que j'adore ce nom, et forcément. C'était cette idée de, on a des intuitions. T'en as tous les jours, j'imagine, et d'avoir ce laboratoire pour pouvoir tester un peu IRL ou grandeur nature. Ça, c'est aussi un luxe qu'on peut se permettre quand on a une certaine taille, et de lancer des activités from scratch, parce que ça, c'est aussi un des apprentissages et forcément que j'ai eu dans cette expérience, c'est que lancer un projet, pour moi, ça n'est pas un problème. D'où la compétence management de projet, parce que c'est hyper, essentiel pour ça. On en a tellement lancé, que ce soit dû d'un projet lourd comme des offres chez Région, à Hello Work, on avait cette culture du marketing. En fait, quand tu es un métier, et c'est le cas chez Rivacom, on propose toujours la même chose. Quand tu proposes des offres d'emploi, tu proposes ça et c'est fini. Donc, soit tu dis, je vous propose bonjour, monsieur le client, toujours la même chose. Soit tu décides de l'éditorialiser, de le marketer et de dire, on va faire une thématique ça, une thématique on a fait une enquête, on fait un rendez-vous spécial pour telle population. Donc, comment tu animes commercialement et marketingement ta proposition de service qui est finalement toujours la même. Et donc, comment tu donnes des occasions de visite, de revisite, de vente, d'attirer, de gérer aussi tes communautés pour qu'elles viennent à un moment se rencontrer plus précisément. La bonne expérience client, c'est une expérience client où il a le sentiment d'évoluer à nos côtés grâce à nous, mais de continuer sa transformation dans le temps parce qu'on innove avec et pour lui. Absolument. Et ça, c'est hyper stratégique. Alors, je trouve que tu es une spécialiste de l'expansion d'activité. Tu as utilisé un terme, le terme endogène, je crois que c'est celui-ci. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer cette logique d'intrapreneuriat et cette logique de développement par la croissance externe, en quoi ça consiste pour celles et ceux qui sont un peu moins familiers avec ces sujets-là, et dans un contexte ça va nous servir à développer une nouvelle part de marché, aller chercher des revenus complémentaires. Je peux te donner un exemple hyper concret d'un exercice que j'ai fait faire aux managers. On est organisé en BU chez Rivacom, et que j'ai fait faire aux managers de BU au dernier séminaire, où en fait je leur ai dit, ça c'est quelque chose que je fais depuis toujours, identifiez-moi dans vos segments d'activité les 5 grosses tendances hyper lourdes de fond, émergentes ou pas, mais en tout cas dont on pense qu'elles vont vraiment nous impacter durablement. Donc t'imagines que la RSE et l'IA est revenu tout le temps, mais il y en avait d'autres. Parce que quand on fait et de l'événementiel et du digital, forcément les tendances sont pas les mêmes. Et donc je leur ai demandé pour chaque tendance
Vous allez vous positionner en tant que boss de la BU et me dire si vous pensez qu'on doit y aller ou pas. Vous m'expliquez pourquoi on doit pas y aller, pourquoi on doit y aller. Et si on doit y aller, pas forcément encore trop comment, parce que ça, on écrira l'histoire après, mais de votre intuition, vous vous dites, on doit y aller pour cette raison. Je pense que on peut le faire en interne, avec les équipes qu'on a. Faut qu'on recrute, faut qu'on forme. Donc ça, c'est l'endogène, c'est-à-dire je vais développer une nouvelle activité ou un nouveau service sur la base de mes équipes sans aller chercher dans mon périmètre actuel, même si je recrute, donc de façon endogène. Est-ce qu'il faut passer par des prestats ? Ça, on l'a fait, nous, pour lancer des offres en disant, en fait, on n'a pas volonté de développer cette expertise, notamment technique. Donc, on fait un deal avec un partenaire. Et on externalise le risque. Et on externalise le risque, absolument. Et on va plus vite, ce qui est quand même pas tout à fait neutre, parce que l'endogène est beaucoup plus lent, malheureusement. Et la rapidité est un enjeu business, de prise de marché. Ou alors, est-ce qu'il faut faire une croissance externe ? Parce qu'on a cette chance-là, nous, d'avoir cette capacité d'investissement et de faire des croissances externes. Pour les mettre aussi dans cet état d'esprit de dire, en fait, si je veux lancer un projet, je dois explorer les forces en interne. Je dois aussi me challenger en disant, est-ce que j'ai mes équipes, c'est intéressant, en manager de faire ça. Mes équipes, est-ce qu'elles peuvent le faire tout de suite ? Est-ce que je peux les emmener par la formation à le faire ? Est-ce qu'on a aussi le tempérament ? Parce que lancer un projet, c'est de l'entrepreneuriat, c'est ce que tu disais. Donc, est-ce qu'elles ont ce tempérament-là ? Et mais aussi d'ouvrir leur esprit en disant on a le droit de lancer un projet en faisant appel à de la presta externe ou en regardant de la croissance externe. On a le droit. Et donc, si finalement on pense que cette tendance-là, elle est lourde et qu'on doit aller sur ce marché-là, il y a l'exogène total, c'est je vais reprendre une activité. Il y a l'endogène total, mais il y a aussi des variations intermédiaires qui peuvent aussi permettre de dire OK, on fait appel à un prestat, puis à un moment on internalise. En fait, ce qui compte, c'est de se dire dans le développement, est-ce qu'on doit y aller, oui, non ? Si oui, à quel tempo ? Et s'il faut aller vite, faut pas s'arrêter à des schémas mentaux de dire c'est que de l'endo, que de l'exo, endogène, exogène, mais comment je fais pour y aller le mieux par rapport aux pains que j'ai identifiés et le plus vite, quelque part. Ok, très clair. Donc, c'est vraiment une gestion des ressources avec un mélange de vision et puis, encore une fois, du management de projet en fonction de ce qu'on choisit. Aujourd'hui, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans que tu es directrice générale. 3 ans. 3 ans. 3 ans. Je crois que c'est 3 ans et quelques mois, j'ai dû mettre. J'arrive à 4 ans. Voilà. En vrai. Directrice générale chez Rivacom. J'ai une question que j'ai envie de te poser par rapport à ça. Après 16 années d'intensité chez Hello Work, comment on entretient sa niaque entrepreneuriale ? Comment tu l'as fait, toi, en tout cas, pour te dire, allez, je repars au charbon sur un nouveau projet ? En fait, je n'ai pas fait Hello Work Rivacom. D'abord, après Hello Work, j'ai pris 1 an de vacances avec ma famille. On est parti se balader. Extraordinaire. C'est pas le sujet, mais je te le dis, c'est top. Je te le recommande à tout le monde. Ça fait partie de la boucle, en tout cas. En vrai, c'est hyper important quand on a des activités professionnelles aussi intenses. Je sais que tu vas me poser la question de l'équilibre vie pro et vie personnelle à la fin. Exactement. Ouais. Et en fait, quand on est aussi quand on aime travailler, en fait, une forme d'addiction, on va pas se mentir. Quand c'est aussi intense, c'est essentiel de prendre des temps pour soi. Alors moi, j'ai fait hyper intense. J'ai fait études intensité max pendant 16 ans et pause. Il faut vraiment le faire. Quand on peut le faire et qu'on a envie de le faire. Après, c'est toujours pareil. Donc, j'ai fait ça et j'avais, en tout cas, quand je suis revenue, j'avais surtout la volonté de, comment dirais-je, de pas retomber là-dedans tout de suite. J'avais été assez lucide quand on passe de on à off radicalement. J'avais conscience que je voulais trouver un truc un peu médian. C'est pour ça que j'ai mis de côté des projets vraiment entrepreneuriaux, des business models assez dans une logique de vraiment on staff, on a une équipe, etc. Et que j'ai fait du conseil pendant quelques années parce que ça me permettait à la fois de me nourrir intellectuellement et surtout ça me permettait en fait, j'avais pas envie de me réenfermer dans un sujet. Quand on fait là, j'ai fait de l'emploi et de la formation pendant 16 ans. Alors oui, ok, je suis experte de secteur, mais
En fait, en vrai, j'en avais un petit peu marre. Aujourd'hui, à nouveau, c'est des sujets qui m'intéressent et j'en parle avec plaisir. Mais je suis sortie de là en me disant: «C'est bon, en fait, je veux parler d'autre chose» et donc aussi ma période de conseil, j'adore les DNVB, j'ai fait des DNVB, j'adore tout ce qui est, SaaS, j'ai fait du SaaS, j'adore les plateformes, j'ai fait des plateformes. Donc j'ai pu vraiment, travailler sur tout. Donc là encore, le côté éponge, apprendre, appliquer des recettes que j'avais, dans d'autres environnements et ça, c'est génial. Et pourquoi je suis repartie, d'abord, comment je suis venue sur des activités plus classiques. J'étais un peu snob, moi, prestation de service, oh là là, c'est pas assez tech, et cetera. Et en fait, j'y suis venue parce que, d'abord, je connaissais le président, grosse confiance, aussi avec ce président et un intérêt de transformation. Et que dans mon parcours, je m'étais toujours, en fait, quand j'ai quitté Hello Work, je me suis dit: ne fais pas l'écueil de certains entrepreneurs que j'avais pu voir et qui s'obstinent à vouloir réitérer la même chose. Ne cherche pas à reproduire. Donc moi, peut-être que demain je travaillerai dans l'emploi. Aujourd'hui, je me l'interdis plus, mais je m'interdisais en étape d'après de travailler dans l'emploi. Et donc j'ai eu pas mal d'opportunités qui sont présentées forcément à moi dans l'emploi, et je me le suis interdit systématiquement en me disant non parce que tu vas vouloir reproduire quelque chose, alors que l'expérience que j'ai eue était extraordinaire à tout point de vue, au point de vue humain, au point de vue, enfin tout. Donc voilà. Donc je me suis dit, bah, finalement, cette opportunité qui se présente de transformer une agence de communication avec un enjeu digital très fort, donc j'avais quand même cette partie-là qui me branchait énormément. Je me suis dit banco, et puis de me dire, le business de prestation de service, c'est un business qui, quand on vient du web et de la plateforme, il y a une notion de scale qui est hyper forte, et la prestation de service, c'est un business model qui est fou. On vend du temps homme, donc on scale pas. Et je me suis dit quand même, quand j'ai commencé chez Rivacom, j'ai vu immédiatement toutes les zones où on pouvait alors un peu scaler, tu vois, en tout cas gagner du temps, automatiser. Ça, c'est aussi une culture très de mon passé, et ça m'a intéressée, et c'est comme ça que je suis arrivée et que j'ai eu envie, mais d'avoir une équipe, parce que je suis une fille d'équipe quand même, et c'est ce qui me manquait quand je faisais du conseil, c'est-à-dire que moi j'avais une approche de mentoring, c'est-à-dire que je ne produisais pas pour les entreprises que j'accompagnais, mais finalement mes clients me disaient: «Je me paye un associé». Globalement, c'était ça l'idée. Et il y avait des victoires, il y avait des choses qui étaient lancées parce que, ben, justement, le fait de dire: «Allez, je lance un projet», ben, moi, ça, je sais accompagner ça. C'est simple pour moi, en fait, ça me demande pas d'effort. Poser la stratégie, ça me demande pas d'effort, et encore moins quand on n'est pas dans l'entreprise. C'est encore plus simple, j'ai envie de dire, quand on est extérieur. Mais ce qui me manquait, c'est que la victoire, ben, c'était leur victoire, et c'est pas que je cherche que ce soit ma victoire, mais moi, j'aime la victoire collective, et ça me manquait énormément. Mmh. Donc de me dire, bah, il y a un enjeu fort de transformation, ça va pas être simple, et intellectuellement de dire comment je vais accompagner ou œuvrer pour transformer une entreprise, mais pas d'être dans le 0 à 1 ou dans le 1 à 100. Mais on est déjà à 100, faut faire 200, mais il faut transformer sans perdre son âme, sans perdre les collaborateurs qui sont la valeur, parce qu'on n'a pas d'autres valeurs, on n'a pas d'outils, c'est que les collaborateurs la valeur, tout en les amenant à changer. En fait, c'est ça, c'est toute cette multicomplexité qui m'a attirée. Mmh. Alors tu anticipes ma question, suivante. Globalement, dans une société de service, il y a 3 piliers, qui doivent, fonctionner si on veut être rentable et perdurer. Il y a les ventes, il y a les personnes qui délivrent, parce qu'on est des femmes et des hommes qui délivreront d'autres femmes et d'autres hommes, et puis il y a la délivrabilité des services. Sur le pilier du milieu, celui du people, des gens, comment toi tu vois les choses chez Rivacom? Qu'est-ce que vous entreprenez pour fidéliser vos talents sur le long terme et leur offrir une carrière qu'ils méritent? Alors, on est au début de ça, hein. Je vais pas raconter des choses qui n'existent pas, mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que, la fidélisation, c'est un enjeu fort, et au-delà, en tout cas dans les plans, en tout cas les plans un peu stratégiques. Moi, le premier que j'ai pu poser, en tout cas sur, le périmètre que j'occupais alors, c'était, dans mes items, j'avais grandir. Et c'était grandir, l'entreprise devait grandir, muscler ses expertises, mais grandir aussi, chaque collaborateur devait grandir. Et donc on pose déjà aujourd'hui les jalons de ça avec, ce qu'on évoquait aussi. Moi, j'ai recruté énormément de seniors, heu, parce qu'en fait, c'est un bon équilibre de se dire, il faut de tout, en fait. Il faut des juniors, il faut des seniors, il faut des confirmés. En tout cas, c'est aussi de retravailler, l'écosystème, heu
des savoirs, parce que pour moi, c'est aussi un élément de fidélisation. Un collaborateur, en tout cas, moi, si je me mets j'essaye de me mettre mais même à mon niveau, en fait, si j'ai pas d'échange, d'interaction avec des personnes qui vont m'apprendre des choses, qui vont me faire progresser, à la fois parce que soit elles sont plus sachantes que moi, soit parce qu'elles sont plus juniors et donc elles vont voir les choses autrement, elles vont venir me questionner. C'est déjà créer un écosystème équilibré de collaborateurs avec des savoirs différents, des niveaux d'expertise différents. En revanche, le dénominateur commun chez Rivacom, c'est la passion. C'est impressionnant de voir quand, si demain, tout à l'heure, je te fais visiter, on va au sport, tu discutes 5 minutes avec eux, ils sont passionnés. Au digital, ils sont passionnés. Donc ça, c'est vraiment le dénominateur commun. Et ça, je tiens à le préserver parce que c'est la passion qui fait l'excellence, c'est la passion qui fait le delivery, c'est tout ça. Après, qu'est-ce que fait l'organisation pour permettre cela? On a mis en place ce qu'on appelle la Riv Academy, qui a plusieurs objectifs. On parlait d'excellence opérationnelle tout à l'heure, en tout cas de productivité. Ça, c'est quelque chose que j'essaye d'instiller dans les équipes. Alors, c'est étonnant parce que quand on parle de productivité, c'est souvent un gros mot. Je le vois. Moi, dans ma bouche, c'est pas un gros mot parce que pour moi, c'est presque je les fatigue avec ça, mais il y a une notion de discipline et d'excellence, mais même presque de maîtrise de comment je deviens plus performant. Et en fait, je crois qu'au fond du fond, quand on est vraiment là-dessus, ce sont des personnes, et je me mets dedans, alors que je travaille énormément, un peu fainéantes. C'est-à-dire parce que oui, j'ai une grosse capacité de travail, mais en revanche, j'ai horreur de pas être efficace. Donc c'est parce que refaire ou re-refaire, en fait, c'est un truc qui ne rentre pas dans mon mindset. Et donc, on a des formations qu'on a mis en place là cette année sur justement la productivité, comment être plus efficace. Là, moi, j'ai un sujet autour des réunions qui soit plus exigeant aussi de dire, en fait, j'ai fini ce que j'avais fait en réunion, je m'en vais, je ne suis pas impoli. Comme ce n'est pas impoli de pas inviter Micheline parce que on n'est pas dans le fait plaisir, on est dans est-ce que je suis utile ou pas, parce que me faire venir par politesse, c'est pour moi c'est moi parfois je dis mais si je suis pas utile à la réunion, me faites pas pour me faire plaisir en fait. C'est pas Pas de présentéisme. Pas de présentéisme, surtout pas. Donc, il y a cette culture en tout cas, moi, je tiens à ce qu'on travaille ce qu'on appelle les soft skills, qu'on les accompagne. Alors, je le fais de façon la plus soft et smooth possible pour pas qu'il y ait de rejet, parce que je sens bien que il y a cette logique oui, productivisme. Enfin, c'est un terme, alors que c'est un super beau terme, mais je sens bien que c'est pas toujours bien. Parce qu'il il est sans doute connoté aujourd'hui le côté en faire plus, toujours plus. C'est ça. Alors qu'en fait, c'est plutôt mieux. faire mieux, moi, plus d'intensité. Faire mieux, plus d'intensité. Quand je leur dis Pomodoro, c'est hyper efficace. Pendant 25 minutes, vous bloquez, vous répondez pas. Parce que l'interruption, c'est ce qui vient tuer l'efficacité. Mais c'est pour eux. Et en fait, je me dis, un de mes gages aussi, c'est si en passant chez Rivacom, un collaborateur apprend ça, à être plus efficace, donc, mais aussi mieux, parce que la charge mentale, c'est aussi lié à tout ça. Donc, ça lui servira toute sa vie, en fait. Donc, c'est un volet, donc, voilà, soft autour de la productivité et de comment je délivre mieux mon travail, mais pour être mieux, plus performant, et donc pouvoir apprendre, et donc être en capacité à m'ouvrir aussi à d'autres choses, parce que si on est sous l'eau, on s'ouvre à rien, enfin, clairement. Et si on n'est pas organisé, ben, on a la tête dans le seau et puis ça marche pas. Et on n'est pas bon. Enfin, on est moins bon. Pas bon, c'est sévère, mais on est moins bon. Et il y a un volet aussi apprentissage sur les autres métiers. C'est-à-dire que il y a des sessions de la Riv Academy où un tel va présenter son métier pour acculturer. C'est quelque chose qui a été fait, et je suppose qu'il continue chez Hellowork, qui était déjà fait. C'est quand on a plein de métiers différents, pour pouvoir bien travailler ensemble, il faut comprendre les métiers des autres. Premier point. Et puis chez Rivacom, c'est aussi une façon de se dire, aujourd'hui tu fais ça, mais en fait, tu as envie d'évoluer et d'avoir un autre métier, mais pourquoi pas? Moi, je suis bien placée pour savoir que moi, j'ai fait 5 ans d'études dans un domaine pour travailler dans un domaine complètement différent. Donc, j'ai eu déjà plein de métiers différents. Donc, c'est aussi de permettre ça. Et en plus, sur ce côté fidélisation, et là, je reboucle avec ce que je disais dans nos 2 piliers au démarrage,
communication événementielle, notamment événementiel sportif. C'est aussi, chez Rivacom, il y a un effet que tu connais, de marketing flywheel, qui est hyper positif à plein de niveaux. Flywheel, donc roue d'inertie, c'est comment on va avoir plusieurs offres qui vont être complémentaires. Voilà. Et on peut faire des ventes additionnelles, croisées. Et nous, on est en plein là-dedans parce qu'on a 2 entrées. Une entrée sur le conseil en communication qui vend tous les expertises en communication, mais qui peut vendre aussi l'événementiel. Et on a une entrée de conseil en activation événementielle et sportive qui vend de l'événementiel du sportif, mais qui vend de l'activation digitale aussi. Donc ça, c'est vraiment hyper vertueux. Mais c'est vertueux en business parce que j'ai donc ces 2 entrées un peu massives façon... tu vois, je compare ça souvent au médecin généraliste. Je vais voir, j'ai un peu mal à l'épaule. Donc soit il prend tout le protocole et il déroule. Je me dis non, c'est tel expert qu'il faut aller voir. Donc on est dans cette logique-là. Mais j'ai aussi des entrées business par métier. Digital, dans le digital, j'ai le marketing, le web marketing, l'influence, le personal branding. Donc je multiplie plein d'entrées d'expression de besoin, puisque c'est une de mes obsessions d'expression de besoin des clients. Et en même temps, pour les collaborateurs, ça marche aussi, parce qu'ils peuvent se nourrir, changer de métier, mais aussi intervenir sur des secteurs d'activité hyper différents. Je prends l'exemple du sport. Aujourd'hui, j'ai des équipes qui, en relation presse ou en digital, font du corporate, donc sont dans la difficulté de faire de la communication en corporate, parce que c'est compliqué, il faut aller chercher, il faut vraiment travailler. Et quand je les, entre guillemets, lâche sur l'événementiel, quand on fait la communication de la Route du Rhum, c'est facile. Un événement, enfin c'est facile. C'est-à-dire que même la relation avec les journalistes viennent à vous et c'est plus... Donc, en revanche, quand on est à l'agence officielle de cette course, par exemple, qui est organisée par OC Sport, qui est une des structures du groupe, ce qui est intéressant, c'est pas juste de parler aux fans de voile et aux aficionados. Ce qui est intéressant, c'est d'intéresser le grand public. En tout cas, c'est ce que veut, c'est l'attendu. Sauf que si on est juste, entre guillemets, BA devant l'exploit sportif, c'est pas suffisant. Donc, il faut raconter autre chose. Et c'est là où l'équipe de communication de Rivacom Corp, quand elle se déboule dans l'événementiel, bah, elle est dingue. Parce qu'en fait, elle sait manier l'art de la communication dans un contexte exceptionnel. Donc, ça rend de l'activation plutôt hors norme, parce qu'ils vont au-delà du sportif, ils vont raconter une histoire. Et donc ça, c'est puissant pour le delivery dont tu parlais tout à l'heure, et c'est puissant pour les équipes parce qu'elles viennent s'aérer et être dans un run, parce que l'événementiel, ça lessive, hein, on va pas mentir. Mais en revanche, elles font ça dans un temps donné. Donc, et après, elles reviennent au corp. Donc, elles ne s'épuisent pas non plus. Donc, cette vertu aussi, en tout cas, moi, je crois beaucoup et c'est une chance qu'arrive à comme. Donc, en tout cas, je crois que ça va nous permettre aussi de fidéliser, parce que dans les agences de communication, il y a un turnover qui est important. C'est comme ça, parce que c'est une école aussi, l'agence de communication. Et donc, moi, je suis intimement convaincue le fait que aujourd'hui, on est plus de 100. Donc, d'avoir 100 experts que je peux consulter quand j'arrive dans l'agence, un parcours de formation qui en est à ses débuts, mais que je veux muscler, de dire je peux exercer dans le corp. On fait beaucoup de B2B. On a racheté il y a 1 an une agence de relations presse qui fait du vin et des spiritueux. Donc tout le volet art de vivre, je peux aussi aller jouer dedans. Mais demain, je veux faire du tennis, du golf ou du vélo, parce qu'on accompagne aussi des clients dans ces univers-là. C'est possible. Donc en fait, ça donne finalement pour un collaborateur qui veut travailler dans la communication, il a accès à tout un tas d'experts pour aussi mailler son expertise avec d'autres leviers d'activation. Et puis c'est un terrain de jeu qui est colossal. Donc voilà, moi, les ingrédients que je mets en place aujourd'hui chez Rivacom, c'est cette chance d'abord du terrain de jeu que j'ai de base, de le jouer à plein et de faire, de casser ce qui était en place, de dire on a des communicants pour le sport et on a des communicants pour le corporate, de mixer ces gens-là et de faire vraiment des teams vraiment mixés pour qu'on ait toujours l'expertise sport mais aussi l'expertise com, et vraiment de les mêler, et puis d'accompagner. Et moi demain, je voudrais que en tout cas quelqu'un qui passe par chez Riva ou se dise tiens, pourquoi je veux aller chez eux, parce que c'est une agence apprenante. Ça, j'aimerais vraiment. Donc pour récapituler, finalement, un collaborateur qui n'apprend pas ou plus assez suffisamment, c'est un collaborateur qui a un pied dehors. Donc, oui. Il y a un axe sur la formation et le développement à la fois personnel d'ailleurs, et puis de compétences et d'expertise. Et il y a également un sujet un peu plus individuel par rapport à chaque membre, qui va être plus lié au levier de motivation personnelle. Je fais tel corps de métier aujourd'hui, demain je peux faire tel autre corps de métier. Je peux monter dans l'organigramme sur un poste d'expertise ou un poste de management, mais je peux aussi changer complètement, avoir une évolution transversale. Et c'est comme ça, du coup, que on arrive à fédérer sur le long terme des équipes. Et tu vois, même si je rebondis sur la partie IA,
parce que nous, on va être très impactés et on a des métiers qui sont très impactés. On a déjà cartographié des compétences et des jobs dont on pense qu'ils vont pas forcément disparaître, mais très, très muter. Ça, c'est évident. Et dans la campagne d'entretien annuel qu'on a conduit, comme on le fait à chaque fois, on a déjà anticipé cela avec certains collaborateurs en leur disant, écoute, ce qui peut en perturber certains, parce qu'ils ont parfois des jobs assez récents, ton job va changer, voilà les évolutions. On a cartographié finalement les compétences nécessaires pour ce poste et les compétences que tu as. Ça t'intéresse de basculer ou pas? Et l'idée, c'est d'accompagner la trajectoire dans cette évolution qui est nécessaire pour l'agence, nécessaire pour le collaborateur. Et en fait, moi, j'essaye toujours de me dire, parce que l'apprentissage, c'est un effort. On peut se raconter ce qu'on veut, c'est un effort. Donc cet effort-là que je vais demander finalement à chaque collaborateur, je veux que ça serve l'agence, évidemment, mais que ça le serve aussi lui, in fine. Parce qu'il y a une notion de sensibilisation. Chez Make the Grade, on fait pareil. En fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on n'en fait pas un sujet tabou. Ah non. On en fait presque un sujet normalisé et récréatif. Adoptez l'intelligence artificielle dans vos actions de tous les jours. Assimilez des nouvelles compétences et apprenons ensemble à transformer votre métier. Parce que si on ne le fait pas, on va pas se mentir, nos métiers, du jour au lendemain, ils peuvent être court-circuités. Ouais. Voilà. Donc, je suis complètement aligné à ça. Gwenaëlle, ce que je te propose, c'est d'attaquer notre dernière partie de l'échange avec les fameuses questions génériques que je pose à tous les invités. Bon, la première, il n'y a pas de surprise, justement. Comment tu fais aujourd'hui, toi, pour gérer ton équilibre vie pro, vie perso? Alors évidemment, je me lève à 5h du matin, je fais du sport, tout ça. Non, pas du tout. T'as pas de morning routine? Non, j'adorerais, hein. Alors, mais non, parce qu'en fait, je ne gère pas bien du tout. Je suis très mauvaise. J'ai lu beaucoup de théorie, etc. Je n'y arrive pas parce que je n'ai pas assez de temps et que et je ne m'en plains pas. Hein. Enfin, soyons très très clairs. Je n'ai pas assez de temps pour parce que systématiquement, je suis dans un contexte. C'était le vrai avant et c'est vrai aujourd'hui, dans un contexte où il y a énormément de sujets et que malgré tout, même si je suis pas le seul moteur, mais je suis quand même le moteur et celle qui tire tout ça et puis fondamentalement j'aime travailler. Et donc quand je travaille, c'est pas une punition du tout. C'est un vecteur d'épanouissement et donc je ne gère pas très bien cet équilibre vie pro vie perso. Il m'arrive de travailler le soir, le week-end, pas systématiquement. En tout cas, et pendant un moment j'avais si tu t'auto-flagelles, tu dis c'est pas bien, c'est mal. Et en fait, mais je le faisais même avec mes enfants où parfois je leur disais, écoute, en fait, je termine ça. Parce que si je ne termine pas ça, je ne vais pas être bien. Donc, je vais pas être disponible. Donc, voilà, je prends 2 heures, je termine ce truc, et après, je le pose, j'arrête. Et donc, parfois, si je le fais le week-end, c'est plutôt le samedi, un peu tôt, etc. Je termine et après, je suis disponible et disposée. Sinon, parce qu'avant, donc je m'interdisais de le faire et puis en fait, ça tourne et t'es tendu, donc c'est pas bon. Donc l'équilibre, voilà, peut-être ça, c'est une astuce, c'est que je m'autorise parfois à déborder en me disant, j'en suis consciente. Après, c'est aussi de s'auto-réguler, de pas trop déborder. Et puis parfois, je préviens aussi, tu vois, dire, en fait là, j'ai besoin de temps. Tu réduis le sentiment de culpabilité par rapport à l'action. Ok. Et c'est un super bon conseil parce que je pense qu'il faut accueillir en tant que dirigeante et dirigeant. Oui, on a des grosses journées, on a des grosses semaines. Il y a beaucoup d'actions, ça s'empile. Voilà, donc savoir bien s'organiser, bien finir et s'accorder les temps de pause sans culpabilité, c'est important. Pour être serein aussi. Ouais. Et puis en revanche, un truc qui est très clair, je pars en vacances. Et en gros, souvent, mais je l'ai toujours fait et je suis jamais dérangée. Parce que je dis, en fait, s'il y a le feu, vous appelez les pompiers. Objectivement, sauf drame complètement dingue, ce qui n'arrive quand même pas exceptionnel souvent. À ce moment-là, oui. Moi, je suis en vacances, je ne veux pas être dérangée. En fait, ça ne m'intéresse pas. Et je fais même la guerre. J'ai eu le cas hier d'un collaborateur à qui j'ai envoyé un mail, mais il est en vacances. Donc, il me répond. Je l'ai appelé immédiatement en disant, tu ne réponds pas. Enfin, ce n'est pas... et pour moi, et j'ai encore ça, je sais pas si tu l'as chez Make the Grade, mais j'ai des collaborateurs qui s'enorgueillissent de ça. Ah, je suis en vacances, mais je regarde mes mails. En fait, non.
Je pense que chez Make the Grade, on travaille beaucoup collectivement sur cette notion d'équilibre, Ouais, qui est pas forcément du 50-50, c'est plutôt un élastique. À des moments, il y a voilà. plus de perso, d'autres moments, il y a plus de pro, et c'est OK. Donc nous, on a la logique de flexibilité horaire, par Mmh, exemple, pour que le quotidien s'adapte à chaque type de cerveau. Il y en a qui sont plus du matin, d'autres plus absolument. du soir. Et puis voilà, on indique bien, si on est amené à envoyer un mail à quelqu'un qui est en congé pour qu'il le voie à son retour, Mmh, on l'indique. mmh. On a ce systématisme. Donc chez nous, c'est plutôt bien géré. C'est pas tant un sujet, mais c'est parce que on l'a adopté culturellement. On a C'est réussi à ça. le faire. Mais c'est la particularité aussi, un des défis que j'ai, c'est que je suis dans un contexte où la culture est déjà présente. Donc comment on fait grandir, évoluer et donc non, en fait, finalement, je t'ai dit que je gérais pas ça bien, mais finalement, si je gère quand même C'est une l'équilibre bonne vie réponse, je pro, trouve, hein. pas si mal, en Ouais. fait. Alors, parmi toutes tes expériences, tu as vécu quand même la croissance sous différentes formes. Mmh. Selon toi, les caractéristiques d'une entreprise qui réalise une croissance saine, quelles sont-elles? Alors, je vais être très, très claire, notamment pour le volet start-up. La croissance saine, c'est que mon premier financeur, c'est mon client. Pour moi, c'est ça. La base, c'est vraiment de se dire après on peut aller chercher des aides et cetera, mais mon premier financeur, c'est le client. Je peux faire des prêts si après selon les activités, si je demande un investissement et cetera, c'est pas un sujet, mais en fait, une croissance saine, c'est de se dire: «J'ai les moyens de me développer», donc ça, mais mon financeur, c'est le client. Croissance saine, c'est je maîtrise mes mécaniques d'acquisition business, c'est essentiel. Heu, je suis sur ces sujets, on en a parlé tout à l'heure, mais je suis sur ces sujets chez Rivacom. Comment je fais grandir mes leviers d'acquisition business et comment je les adapte à ma croissance. Quand je suis arrivée chez Rivacom, on était 40, on est plus de 100. Ben, on se doute bien que, le volume business entrant, il doit pas être le même. Donc ça, c'est aussi des clés de, globalement, si je mets 1, est-ce que je récolte 10? Et puis quand la source se tarit, comment je trouve des relais pour aller, chercher encore, du business? Hem, donc parce qu'en fait, une entreprise saine, en tout cas de mon point de vue, est libre de faire ce qu'elle a envie. C'est une entreprise qui, enfin c'est la palissade, hein, mais qui a du cash et ça, c'est hyper important. Et une entreprise saine, c'est aussi une entreprise qui n'empile pas pour empiler, qui est aussi en capacité de dire: «OK, on fe» mais ça, c'est vrai dans toute action, dans tout, mais partout dans l'entreprise. En général, on ne fait jamais rien sans raison. On fait, une action, on lance une activité avec l'idée que ça va nous apporter ou nous rapporter telle ou telle chose, ou nous permettre de faire telle chose. Et en fait, ce qui est très important, c'est de jauger, les attendus, ce qu'on obtient vraiment en lançant une activité, soit en chiffres, en mettant un nouveau process, en place. Est-ce que ça répond à cela? Et si ça répond pas, est-ce qu'on peut corriger ou pas? Est-ce qu'on peut y arriver ou pas? Et si la réponse est non, on ne s'entête pas, on arrête. Je pense qu'une entreprise saine aussi, c'est une entreprise qui est capable de dire ça, on arrête. Ça a rempli son objectif. Donc l'objectif est atteint, on arrête. Soit ça ne remplit pas l'objectif et on n'y arrive pas, ben on ne s'entête pas. Et parfois, alors pas chez Rivacom forcément, mais dans les années quelques années où j'ai fait du conseil, je voyais cet effet un peu empilement de on fait ça et puis on fait ça, puis on fait ça, puis on fait ça. Mais vous faites tout ça, mais mais pourquoi en fait? Vous Prioriser. empilez, prioriser et puis se reposer la question de telle action à quoi elle me sert, telle autre à quoi elle me sert, quel est l'effort que je mets, pour, le rapport effort-impact aussi qui est, hyper important dans tout ça. Mmh. OK, très clair aussi. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a jamais d'odyssée sans adversité. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton plus grand ennemi, Gwenaëlle? C'est la loi de Hofstetter. Est-ce que tu peux nous La loi expliquer ce de que c'est? Hofstetter, Je l'ai pas pour le coup. c'est la loi, ça me rend toujours, j'ai plein de défauts, mais un de mes défauts, c'est l'impatience. Et la loi de Hofstetter, c'est que tout prend toujours plus de temps. C'est, enfin, pas mon interprétation, mais je le traduis comme ça. C'est-à-dire que, systématiquement, je fais des plannings, des trucs, ça hop, nin 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 et tout prend toujours plus de temps et donc globalement, c'est ça, Mmh, c'est ça, c'est le temps globalement, mais plus précisément, c'est le glissement
parce que la notion de temps, quand et puis on a des journées quand même finies, même si intensité, largeur aussi de travail, mais à un moment, c'est quand même fini. En fait, c'est un truc qui est fini. Et donc c'est ça, c'est le glissement de temps. Et j'avais il y a des années un collaborateur qui, j'avais trouvé ça m'avait fait rire jaune, mais qui m'avait dit non, mais c'est pas que on parlait de business et il était pas du tout au chiffre. Il me dit non, mais c'est pas que je suis pas à mes objectifs, je suis en retard. J'ai trouvé ça fascinant comme expression. Et le fait de ça glisse, pour moi, c'est l'ennemi, et ça rejoint la productivité, et ça rejoint la discipline, et ça rejoint en fait, si ça glisse, après, ça peut arriver, c'est identifier pourquoi. Pourquoi? Est-ce que parce qu'en fait, personne le fait parce que finalement, c'est pas important, c'est pas prioritaire et donc bim, on repriorise. Est-ce qu'on a un problème, pourquoi ça glisse? C'est ça mon plus gros ennemi. Et notamment dans les sociétés de services B2B comme chez Rivacom ou chez Make the Grade, un projet qui glisse en temps, c'est un projet qui impacte directement les marges. Donc évidemment qu'on doit tous être sensibilisés là-dessus, c'est clair. Si tu avais un conseil entrepreneurial à donner à ton toi des tout débuts, avec ton niveau d'expérience actuel, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, fonce déjà. Enfin, fais, ça, c'est ce que j'ai fait, mais je confirmerai que te pose pas de questions. Vas-y, fais, fais. Je lui dirais, fais-toi confiance aussi. Nourris-toi, ce que j'ai fait, mais je trouve que si on veut être manager ou dirigeant, il faut se nourrir. Ça, c'est important parce que personne n'a la science infuse et le croire, c'est vraiment complètement une erreur. Donc, nourris-toi, mais après, digère et fais-toi tes propres convictions et puis teste. Et ça, peut-être que j'ai manqué de confiance, très clairement. C'est un sujet, c'est comme beaucoup mieux, mais ça a été un vrai sujet de toujours. D'abord, en plus, je me suis retrouvée dans des situations. Alors, je suis une femme, donc beaucoup avec des hommes. J'étais toujours la plus jeune, toujours et puis des gens parlent très très bien, donc tu vois tout ce phénomène de se dire et en fait une intuition quand elle est là, quand elle trotte dans la tête, tu te dis quand même, fais-toi confiance et puis accepte que dans cette confiance que tu te fais, tu vas faire des choix et tu peux te tromper et c'est pas grave de se tromper, c'est vraiment pas grave. Ça j'ai mis un peu de temps à le comprendre. Donc là le côté j'ai découvert un peu tard ce côté, comme j'ai rechigné à faire des formations. Mais comme mes équipes rechignent en productivité, aussi, ce côté, non, mais en fait, il y a des bouquins qui existent, faut les lire. Productivité, ça, c'est vraiment, ça fait gagner un temps fou. Mais comme l'IA, c'est un truc de fainéant, l'IA, en vrai, hein. Donc, ça te fait gagner un temps fou, c'est toi augmenté. Donc, c'est génial. Ça va amener plein de bonnes choses. Ah là là, mais moi, ça, je trouve ça hyper excitant. Et, ça, et, ouais, en gros, c'est ça, fais-toi confiance, ose, et puis fonce. C'est déjà des super mantras, donc on prend. Et enfin, dernière question, pour un futur épisode de la Growth Odyssey, quelle entrepreneuse ou quel entrepreneur tu pourrais nous recommander? Alors, évidemment, moi, j'ai 2 entrepreneurs de cœur, mes anciens associés. Bon, malheureusement, Jérôme n'est plus. Donc Guillaume Sambla. Si tu le connais pas, ce type est, alors c'est un ami aujourd'hui, évidemment. Ce type est dingue parce qu'il est, si tu as la chance de le rencontrer, hyper sympa. Mais tu le captes sur 2-3 sujets, il décolle, il est dingue. C'est un commercial, de folie. Une capacité, un marketeur aussi dingue et puis une énergie. Ça, il fait partie des quelques personnes avec lesquelles j'ai eu un plaisir immense à travailler et avec lesquelles même aujourd'hui quand on déjeune ensemble, on crée 2-3 boîtes à chaque fois, hein. Enfin, je caricature, mais on a toujours ce côté, tu l'as forcément avec des gens, si tu fais ping-pong, on pourrait faire ça. Donc Guillaume, évidemment. Je crois que Juliette avait aussi dénoncé Antoine de Pierrefeu. Donc, évidemment, Antoine. Voilà. Est-ce que tu peux, pour ceux qui nous écoutent, expliquer qui Alors, est... Antoine de Pierrefeu, comme Juliette Mukeli, qui est DG de Venetis, j'ai eu cette chance de travailler très peu de temps avec eux, mais dingue. Antoine, lui, il a un parcours ultra atypique. Il a écrit un bouquin sur tout ce qui est transition écologique. Enfin, il est fou. Et là, il a lancé Cutback Sport qui réindustrialise finalement la production de pain pour des planches de surf. Basé à Saint-Malo. À Saint-Malo. Ah voilà, ouais. Non, mais il est... alors, autant te dire... je te recommande en plus des gens hyper sympas.
Donc Antoine, c'est pareil, formidable, tu peux aller prendre un verre avec lui après, tu vas passer un bon moment. Tu prends que des entrepreneurs brétiliens ou pas? Ah non, pas du tout. Alors là, c'est ouvert à l'Hexagone. 2 autres noms. Premier nom, elle va me détester, mais je la dénonce, c'est Sarah Ligo qui fait Mon Petit Pois, qui est sur le territoire. Mon Petit Pois, ce sont des cadeaux et des bijoux liés à la naissance, personnalisés. Elle a été ma cliente pendant quelques années. Et c'est une jeune femme qui, si tu la rencontres, te dira « mais moi, j'ai jamais voulu ça ». Et je comprends pas ce qui s'est passé et c'est un peu hasard. Bon, tu comprendras très vite qu'il n'y a pas de hasard. Donc elle est vraiment talentueuse. Et l'autre, auquel je pense que moi j'ai connu pas dans le monde professionnel comme Guillaume, Antoine et Sarah, mais plus dans un environnement personnel, familial, mais qui est un entrepreneur atypique, c'est Yves Rallon, qui a lancé IPAC Hygiène, qui est donc une solution qui digitalise toute la chaîne, j'ai pas l'acronyme, mais tu sais, de HACCP, tout ce qui est sécurité dans les restaurants. D'accord, ok. Voilà, Je l'ai pas, mais tu l'as pas. on voit le scope. Le scope. Donc lui, c'est un restaurateur à l'origine, donc il a eu plein d'affaires, self-made man, enfin vraiment... pareil, hyper sympa, tu peux aussi aller grave aller boire un verre après avec lui. Et donc il a fait ça pendant toute sa vie. Et à 50 ans, il avait ce pain dans ses restaurants de dire, mais en fait, on est avec les cahiers et tout, ça va pas. Et voilà, on se connaissait, donc on en a parlé. Mon mari a développé la première version de son soft. Et en fait, aujourd'hui, il est comme ça, il est partout dans le monde et ça cartonne. Et ce qui est génial, et je pense qu'il pourrait être hyper intéressant pour lui, donc 50 ans, pas du tout digital. Il est devenu boss d'une start-up. Et en fait, moi, je l'ai vu passer de restaurateur, même si on est un beau restaurateur, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon dans la restauration et dans les entreprises. Et je me souviens de conversations hyper drôles avec lui. Je me suis dit, mais c'est une entreprise, tu peux pas faire ça, ok. Et donc, il a fait une croissance et une progression, un apprentissage de folie entre comment je structure ma boîte, les levées de fonds. Aujourd'hui, tu l'appelles, il dit ouais, mais le recurring machin, il n'y connaissait rien il y a quelques années. Donc, il a fait une progression de dingue. Et alors, je sais pas s'il sera ok parce que il est moins présent aujourd'hui dans son business. En tout cas, si tu peux le rencontrer, il est top. Eh ben super, en Voilà. tout cas tout ça c'est bien vendu, bien pitché, donc ça donne envie. Pour une saison 3, on s'intéressera à toutes ces recommandations. Merci beaucoup Gwenaëlle. Merci à toi. Pour l'accueil et puis la valeur ajoutée extraordinaire je ne sais pas, d'échange. Et je souhaite une bonne continuation à Rivacom, à toi également et à toutes vos équipes. À bientôt. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme préférée et à nous laisser 5 étoiles sur Apple ou Spotify. Et en attendant le prochain épisode de la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente croissance à toutes et à tous.